Is this working? Yeah. Good evening, Antwerp. Hey, my name is Christophe Clerics. I'm a journalist for Mo Magazine, and I'm so honored to present to you tonight our famous guest from Colombia and France, Ingrid Betancourt, who wrote a great book, a thick book. It will take you a while to read, but it's very fascinating. In Dutch, the title Zelfs aan de stilte komt een eind. Although this evening was announced in French, we did decide to go for English because we thought more of you people would be able to understand. If that's not the case, we continue in French. Yes? Okay. Easy. D'accord. On recommence. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir Ingrid Betancourt. Qui a été enlevée en 2002 et puis a été libérée il y a 2 ans, juillet 2008. Donc elle a écrit un livre sur ses 6 ans et demi de captivité dans le jungle de Colombia. Ingrid, qu'est-ce que cette longue période de captivité fait avec une personne? Est-ce que votre regard sur le monde a changé? Il y a des autres priorités dans la vie? Oui, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas traverser d'abord une expérience comme celle-ci, en plus sur une période aussi longue, sans avoir subi des transformations. Et je crois qu'une des premières transformations qui sont évidentes pour soi, c'est la relation avec le temps. Parce que peut-être que dans la vie normale, on a tendance à croire qu'on est immortel d'une certaine façon, à mettre la mort comme quelque chose qui nous arrivera dans beaucoup de temps, mais pas maintenant et pas à nous, disons. Et en captivité, la mort, elle est constamment présente. Elle est là. Et donc, voilà, elle devient quelque chose de très présent. Et ça oblige à remettre en cause beaucoup de choses, dont l'emploi du temps. Et dans l'emploi du temps, les priorités. Et pour moi, ce qui a changé, c'est que ce qui est très basique et banal, mais qui ne l'était pas pour moi peut-être, c'est que j'ai compris que ma vie, je voulais la passer en temps utile avec les gens que j'aime. Et les gens que j'aime, c'est ma famille. Et donc c'est vrai qu'après la libération, ma priorité, ça a été mes enfants, ma mère, ma sœur, enfin vraiment mon noyau familial. Et voilà, c'est un grand changement. Ouais. Oui. Cette période dans la jungle, c'était vraiment une période de humilisation physique et psychologique aussi. C'était très dur, la période. Vous avez vécu des choses terribles. Comment est-ce qu'une personne peut survivre à 6 ans et demi dans la jungle? Une période si longue? Je crois que chacun de nous, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes une force dont nous n'avons peut-être pas conscience, mais qui est là et qui nous permet de survivre. Et je crois que tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui avec nous, s'ils avaient été avec moi dans la jungle, ils auraient tous survécu. Alors, je crois que la question, c'est pas tellement survivre ou pas survivre, c'est surtout comment survivre. Parce qu'on peut survivre en se faisant du mal, en devenant quelqu'un d'aigri, avec une envie de vengeance, en s'abîmant l'âme. Et puis on peut aussi survivre en grandissant spirituellement. Et je crois que c'est vraiment un choix que l'on fait de comment faire face à l'infamie. Et je crois que soit on devient plus humain, et c'est ce qu'il faut, je pense, surtout chercher, soit on devient très basique, instinctif et primaire, et je crois que ça, c'est une perte. Qu'est-ce qui était le plus dur, le moment le plus dur à supporter dans la jungle? Quand on me pose cette question, en général, on peut parler d'événements qui ont été horribles et très douloureux, mais je crois que véritablement la réponse juste, c'est dans le quotidien de ne pas savoir quand ça va s'arrêter. C'est-à-dire,
il y avait dans la captivité que nous avons subie une torture supplémentaire qui était celle de ne pas voir la fin. En fait, c'était une capture éternelle, vécue dans le présent, parce que nous ne savions pas quand ça s'achèverait, et que donc pour nous, c'était tout simplement sans fin. Et ça, c'était terrible. Mais même le silence a une fin. Oui, mais même le silence a une fin. C'est le titre de votre livre, c'est aussi c'est une référence à un poème de Pablo Neruda, le poète chilien. Oui. Le silence a eu deux côtés pour vous. Hein. D'une part, c'était le silence imposé par vos gardes qui disent « tais-toi ». D'autre part, pour vous, le silence était aussi une façon de résistance. Oui, et il y a un autre silence qui est aussi terrible, c'est le silence qui est imposé à ceux que l'on aime. Parce que c'était le silence qu'on m'imposait à moi, mais c'était aussi le silence pour mes enfants ou pour les gens du dehors. C'était un silence donc doublement cruel. Et évidemment, le silence que l'on s'impose, bon ben, c'est un luxe, c'est une liberté. Oui. Pour ceux qui vont encore lire le livre, ils vont voir qu'il y avait un moyen d'avoir quand même contact avec la famille, c'est notamment la radio. Ça vous a aidé beaucoup? Oui, mais ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on dit radio, c'est radio-écoute, c'est pas radio-communication. Et ce qui a été extraordinaire pour nous tous, pas seulement pour moi, mais pour tous mes compagnons et moi, c'est qu'il y a en Colombie, il y a en Colombie beaucoup de gens qui souffrent le même sort d'être otages, d'être kidnappés, à peu près, entre 2000 et 3000 personnes aujourd'hui. Et donc, il y a des programmes de radio qui sont dévoués pour permettre aux familles d'envoyer des messages à travers les ondes hertziennes aux personnes en captivité, sans savoir d'ailleurs si la personne qui est en captivité va pouvoir entendre le message ou pas. Mais au moins en se disant, il y a une chance pour que cette personne écoute. Et on avait à certains moments des radios, et c'était, si vous voulez, très très important d'être à l'écoute de ces programmes. C'était quelque chose, c'était comme un rituel tous les jours, d'être là pour écouter les heures et de syntoniser les programmes qui lançaient les messages. Et dans mon cas, que j'ai partagé avec d'autres, pas tous, nous avions tous les jours des messages de nos familles. Moi, j'avais tous les jours un message de ma mère. Et pour moi, ça a été salvateur, vraiment. Ouais. Ça a été une force inouïe en fait, parce que à travers la voix de maman, elle me transmettait son amour. Et que c'est vrai que dans ce monde de haine, de non-amour, d'humiliation, de négation de l'identité de chacun, pour moi, la voix de maman, c'était me rappeler tous les jours que j'étais quelqu'un qui était aimable et que j'étais aimée par les miens.